tous mes états. Effectivement, nous avons changé de studio, donc ça pose quelques petits problèmes, mais tout va être réglé, hein, sans problème. Donc, on va parler de quoi? On va parler de cette aide publique au développement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de députés, un certain nombre de politiques, un certain nombre de journalistes ont posé des questions sur cette aide publique au développement en général, mais sur cette aide française au développement, l'AFD, vous savez, l'AFD, et où va cet argent? Parce que le développement, c'est très très bien, contribuer au développement d'un certain nombre de nations, ça me paraît effectivement la moindre des choses. Alors Jean-Paul Gurevitch, bonjour. Alors Jean-Paul Gurevitch, on vous présente pas, mais on vous présente quand même, spécialiste d'immigration, essayiste, vous avez écrit énormément de livres et on vous a reçu à plusieurs reprises. Et puis là, vous venez de terminer un rapport très 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 fort qui va paraître dans le cycle des études de contribuables associés. Contribuables associés, on les aime beaucoup et on le reçoit très très souvent aussi. Donc, de quoi s'agit-il? Et surtout, parce que j'ai vu le sous-titre, vous voyez, trop de dépenses publiques, disent contribuables associés, c'est trop d'impôts. Et justement, parlons-en de ces dépenses. Surtout qu'on a été attiré par un certain nombre de choses. Juste, Jean-Paul Gurevitch, avant de vous donner la parole, t'es très frappé, par exemple, que, alors pourquoi pas, que nous nous occupions, je parle de l'aide française au développement, de réduire les violences de genre au sein des collèges par la pratique du rugby ou à Madagascar. Algérie, Tunisie, jeunesse et pouvoir d'agir, très bien. Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, recherche le criquet pèlerin. Sénégal, insertion socio-professionnelle des jeunes filles et garçons talibés dans les zones périurbaines, etc., etc. Beaucoup de choses à dire. Et puis, les études de genre aussi, dans des endroits comme l'Irak ou ailleurs. Effectivement, mais quand on est dans un pays, je parle de la France, où on recherche désespérément, tous les ministres nous le disent, y compris le premier d'entre eux, 40 milliards, où on a les problèmes économiques, les problèmes de santé, les problèmes de logement, les problèmes, de chacun. Qu'est-ce que c'est que cette aide? Essayez d'ailleurs de nous expliquer, c'est quoi cette aide publique au développement, comment elle fonctionne? Alors, moi, j'ai fait un travail d'état des lieux, le plus scientifique possible. Oui. J'ai travaillé pendant 26 ans en Afrique et je continue à travailler avec les diasporas africaines en France. Donc, l'aide au développement, c'est un sujet que je connais bien. Et pour essayer de cadrer très vite, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, pour la France, 14 milliards et demi d'euros payés par les contribuables, par le gouvernement français. 14 milliards et demi d'euros par an. Par an. C'est ça, d'accord. Et il faut ajouter à ça les transferts de fonds, les investissements des entreprises, les dons, le service civil, les volontariats, etc. Globalement, la contribution de la France, pas simplement du gouvernement français, la contribution de la France, c'est environ 23 milliards d'euros et nous sommes le 5e contributeur en volume et le 11e contributeur en pourcentage du revenu national brut, puisque à peu près 0,5% du revenu national brut français passe dans notre aide publique au développement. Alors, en général, Jean-Paul Gurevitch, effectivement, et c'est une bonne chose, et il ne s'agit pas de mettre en question l'aide au développement en tant que telle, généralement, mais la question qu'on peut se poser, et y compris au vu au su de votre rapport, et y compris en entendant un certain nombre de gens qui se posent vraiment des questions, est-ce que c'est bien distribué? Et surtout, quel est le contrôle? On a parlé hors antenne avant de commencer de la Cour des comptes. Est-ce qu'il y a véritablement des contrôles? Où va cet argent et comment il est prodigué ou distribué? Alors, il y avait 4 objectifs de l'aide publique au développement. Le premier, il est plus ou moins atteint, c'est essayer d'augmenter le produit intérieur brut des pays qui sont en difficulté. Le deuxième, freiner les flux migratoires, il n'est pas atteint du tout, puisque
plus on augmente l'aide au développement, plus les flux migratoires légaux et illégaux augmentent. Mais comment ça se fait? Attendez, avant que vous alliez, parce que ça c'est quand même... On pourrait penser, Jean-Paul Gourevitch, me résire un bon sens, que plus les pays, on les aide à se développer, plus les habitants de ces pays, qu'ils en profitent vraiment, eh bien, qui sont quand même attachés au pays, aimeraient y rester. Or, c'est le contraire, vous dites. Oui, dans mes travaux sur l'immigration, j'ai développé ce paradoxe que j'ai vécu en Afrique, qui est que pour réussir sa migration, il faut à la fois avoir quelque chose à vendre, avoir de l'argent pour pouvoir rembourser et avoir des relations. Et en fait, tout l'argent de l'aide au développement va augmenter le désir des gens de migrer, c'est-à-dire de quitter leur propre pays pour trouver quelque chose de mieux. Je ne vais pas rester très longtemps là-dessus. Mais... c'est un paradoxe. Moi-même, je pensais au début, très naïvement, oui, on donne de l'argent aux gens, donc ils vont rester dans leur pays. Pas du tout. Ça leur donne au contraire l'envie de partir. Le troisième objectif, qui était d'aider les entreprises françaises, il n'est pas véritablement atteint, puisque 49% des marchés qui sont initiés par la France sont accaparés par nos concurrents. Et le quatrième objectif, augmenter le rayonnement de la France. Alors là, on peut dire qu'on est très loin de compte, parce que, en fait, paradoxalement, l'aide au développement a développé un sentiment anti-français, c'est très visible en Afrique, qui laisse entendre que, on les aide, mais c'est pour des raisons politiques ou économiques, et donc on n'a pas du tout augmenté la qualité des rapports avec les pays bénéficiaires. Alors, vous avez parlé du contrôle. Effectivement, il y a très peu de contrôle sur ce qu'on appelle l'aide multilatérale, c'est-à-dire de l'aide qui est donnée à des fonds internationaux. Il y a un peu plus de contrôle sur l'aide bilatérale, mais on est là encore très loin de compte. Et vous avez cité la Cour des comptes européenne. La Cour des comptes européenne a fait un rapport sur une des aides à l'Afrique qui est totalement croustillant, parce qu'on s'aperçoit que l'aide ne va pas du tout aux gens qui en ont besoin. Alors, vous avez des exemples là-dessus? Ah oui, je cite un exemple. Je vais reprendre carrément le texte de la Cour des comptes européenne, parce que je trouve que c'est un exemple absolument extraordinaire. Non seulement nous donnons des matériels à des écoles qui n'ont pas d'électricité, mais voilà un exemple. En 2018, un bénéficiaire en Gambie a reçu une formation, une subvention pour créer une entreprise dans le secteur de la volaille au titre du soutien à la réintégration octroyé par un projet du Fonds européen pour l'Afrique. Il a fait des poulets, des aliments, des médicaments, du matériel. En 2022, il a bénéficié du même soutien qu'en 2018, alors qu'il avait confirmé oralement ne pas avoir eu d'activité auparavant. Et en 2023, lorsque nous sommes rendus chez lui, il avait vendu tous ses animaux, et ce second projet financé par l'Union européenne ne correspondait plus à rien. Bon, ça, c'est une anecdote. Donc chaque année, on lui donne des choses, et puis après, on s'aperçoit que... y a beaucoup adieu vos vaches, cochons, poulets, quoi. Voilà, mais il y a beaucoup plus grave. L'Union européenne a financé, par exemple, les centres de rétention des migrants en Libye. Eh bien, on a... je lis le texte. Les autorités libyennes n'ont pas été en mesure de nous dire qui est à présent responsable des bâtiments ayant bénéficié du soutien de l'Union européenne pour l'Afrique. Nous n'avons pas pu visiter aucun des centres de rétention financés par l'Union européenne, puisque les autorités libyennes nous en ont refusé l'accès. Donc, des petites choses. Et une grosse chose montre très bien qu'une partie, alors une partie bien sûr, de l'argent est gaspillé. Et
si on veut aller plus loin, on s'aperçoit même que, bien sûr, nous avons aidé les pays à se développer. Mais ça ne veut pas dire que nous avons aidé les populations de ces pays à en bénéficier. Il faut bien préciser. On a aidé les pays, les gouvernements, les gens, enfin, qui reçoivent l'argent. Mais est-ce que c'est redistribué comme il faut? Grand point d'interrogation. Ah, c'est plus qu'un point d'interrogation, parce qu'on a pu constater que dans certains pays, non seulement l'aide n'arrivait pas aux personnes qui en avaient besoin, mais elle était carrément détournée par un certain nombre de services officiels, gouvernementaux ou autres, avec parfois la complicité des gens qui finançaient. C'est ça qui est le plus grave, c'est qu'on sait qu'une partie de cette aide est gaspillée ou détournée, mais on ne fait rien, alors pour des raisons géopolitiques, stratégiques, et surtout parce que nous n'avons pas le moyen de contrôler sur place ce qui se fait. Mais comment ça se fait qu'on ne sait pas doter les moyens de contrôler sur place? Après tout, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de toute la population, disons européenne, pour ne parler que d'elle, française, et il n'y a pas de contrôle, ou presque pas. Pour qu'il y ait un contrôle, il faudrait qu'il y ait un suivi par les services de nos ambassades, par exemple, dans le pays en question. Ouais. Alors, les ambassades font leur travail, je ne le discute pas, mais n'ont pas les moyens techniques et humains d'aller voir sur le terrain si véritablement l'argent est utilisé pour ce qu'il devrait être. Ouais. Et c'est ça qui est quand même assez hallucinant, parce que, effectivement, vous avez raison, il faut dire que c'est une partie de l'argent, mais quand vous dites, par exemple, que il y a une complicité quelque part, il y a un laisser-aller, en tout cas. En tout cas, un laisser-aller. Est-ce qu'on peut parler de corruption? Alors, ou pas? Le mot corruption, c'est un mot très lourd. Il n'est pas toujours évident que les donateurs bénéficient en retour des aides qu'ils ont fournies. Mais s'il y avait, c'est pour ça que cette commission d'enquête qui a été validée en février 2025 peut quand même être très utile, parce qu'on va pouvoir savoir exactement comment ça fonctionne sur le terrain. Enfin, on peut espérer qu'on va savoir comment ça fonctionne sur le terrain, et ça va permettre de repositionner une partie de notre aide. Parce que j'ai donné tout à l'heure des chiffres en disant, 14 milliards et demi d'euros. Mais vous avez là-dedans de l'argent qui n'est pas du tout destiné aux bénéficiaires. Je prends un exemple. Dans cette aide publique au développement, il y a 1,6 milliard qui va au programme Immigration et Asile. Le programme Immigration et Asile, il est fait pour des gens qui ont quitté leur pays pour vivre ailleurs. Absolument. Donc, mettre l'aide au développement dans ce programme-là, c'est aberrant. Ça pourrait presque être... on fait ça pour le programme, aider au développement de l'immigration et de l'asile. Voilà, c'est totalement contre-productif. Bon, nous avons une partie de notre aide qui passe par des associations. Bon, il y a des associations qui font très bien leur travail, il y en a quelques autres où le travail est beaucoup plus idéologique que économique. Pour prendre le cas de Coalia, des SOS Méditerranée et de quelques autres. Bon, il pourrait y avoir au moins un contrôle permettant de savoir sur les comptes de l'année précédente qu'est-ce que vous avez fait, à qui c'est allé et quels bénéfices les gens en ont retiré. On va continuer à en parler après cette petite pause, Jean-Paul Gourevitch. Il se passe quand même quelque chose de grave. Il n'y a pas de contrôle à ces milliards. On ne dit pas qu'ils sont tous gâchés ou dispersés, mais où est le contrôle? On verra avec cette commission d'enquête. On va continuer à en parler pendant quelques minutes avec Jean-Paul Gourevitch et cette étude, ce rapport sur l'aide publique au développement, parce qu'il cache beaucoup de choses. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Je ne dois pas être le seul à être dans tous mes états avec ce rapport fait par Jean-Paul Gourevitch qui paraîtra, que vous pourrez consulter au site de Contribuables Associés fin juin, le 30 juin au 3 juillet, l'aide publique au développement.
Jean-Paul Gurevitch, je vous demandais, est-ce que vous utiliseriez les termes qu'a utilisé l'eurodéputé Sarah Knafo, qui dit on ne prend pas la mesure de ce que c'est que de prendre l'argent dans la poche des Français pour l'envoyer au monde entier. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est politique, est-ce que c'est scandaleux, ou quand même il y a des choses, enfin en tout cas vous l'avez déjà dit, qui quand même pose question, c'est le moins que l'on puisse dire, et depuis des années, hein, c'est pas nouveau. Alors j'ai analysé effectivement les critiques de Sarah Knafo, dont certaines sont justifiées et d'autres beaucoup moins. Il y a un certain nombre de points qui sont indiscutables. Par exemple, nous finançons complètement les premières années d'inscription des étudiants étrangers en France. Bon, c'est peut-être très bien. Oui. Nous finançons complètement les premières années d'inscription en France, oui. Mais premièrement, on ne sait pas ce que vont devenir ces étudiants étrangers. Est-ce qu'ils vont rentrer dans leur pays pour le développer? Est-ce qu'ils vont rester en France pour développer le PIB français? Ou est-ce qu'ils vont partir dans un autre pays? Bon, on ne sait rien là-dessus. Donc, on met de l'argent, mais on fait le travail que devraient faire les pays qui envoient leurs étudiants en France. Bien sûr. Premier point. Deuxième point, nous donnons de l'argent à des pays qui sont économiquement autonomes, comme la Chine ou l'Inde. Oui, bon, c'est ça. Il y a eu quand même quelques restrictions là-dessus, parce que c'était quand même un peu trop... Enfin, on donnait presque, je crois, 115 ou 150 millions à la Chine pendant un moment. Oui, voilà. Bon, ce qui est quand même, mais surtout, on donne de l'argent avec des pays qui sont en situation conflictuelle avec nous, comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger, comme l'Algérie. Bon, on est en train de réduire effectivement cette aide, parce que c'est pas logique d'aider des pays qui passent leur temps à critiquer vertement l'action de la France. Bon, et puis troisième point, notre aide, elle est beaucoup faite de dons et beaucoup moins de prêts. Bien sûr, les prêts, c'est toujours dangereux parce qu'on n'est jamais sûr qu'ils soient remboursés. On peut se demander déjà s'ils sera remboursé. Les dons, c'est encore aussi dangereux parce qu'il faut bien s'assurer que le don va à quelqu'un qui en a besoin et qu'il va être utilisé pour améliorer sa situation. Ça non plus, on ne peut pas le faire. Oui, il n'y a pas de contrôle de ce point de vue-là, il n'y a pas de contrôle. Et nous avons des aides, et vous l'avez cité dans plusieurs exemples que vous avez donnés, des aides qui sont carrément des aides idéologiques pour des pays très lointains qui sont très loin de nous, et on ne voit vraiment pas, alors que la situation française est quand même très difficile, on ne voit vraiment pas pourquoi l'argent va là-bas. Mais Jean-Paul Gurevitch, justement, je ne sais pas si vous en parlez, je n'ai pas lu évidemment tout votre rapport, qui décide de l'envoi, du thème de ceci à tel ou tel pays? Qui décide? Malheureusement, la tête de l'État. Car qui pilote l'aide publique au développement? C'est un conseil français du développement qui est présidé par le président de la République. Alors il est assisté de plusieurs organismes consultatifs, mais c'est quand même lui qui décide de tout. C'est l'Élysée qui décide. Ah oui. C'est totalement et parfois même il met en difficulté ses propres ministères parce que ces ministères apprennent que, le président, alors je ne dis pas qu'il a systématiquement tort, mais c'est lui qui décide, et c'est aussi pour ça qu'il est très important d'avoir un contrôle démocratique sur ce que fait le Conseil présidentiel pour l'aide au développement. Et ça n'existe pas. Oui, c'est-à-dire que cartel et bonbon plaisir, quoi. Oui, c'est un petit peu ça. C'était très bien de mettre des organismes consultatifs pour accompagner ce conseil présidentiel. Sauf que ces organismes se réunissent assez souvent, mais pour rien, parce que ces conseils, ils ne sont pas pris automatiquement en compte par le décideur. Et ces organismes sont payés eux-mêmes. Ces organismes sont payés, les conseilleurs sont payeurs. Ça fait partie de toutes ces
dont on demande, sinon la disparition, du moins de faire un état des lieux, parce qu'il y en a quand même qui ne servent pas à grand-chose. C'est intéressant, la dépense publique publique dans son... Écoutez, en tout cas, Jean-Paul Gurevitch, on pourrait passer des heures, mais on en reparlera de cela, parce qu'il y a quelque chose qui est incroyable. Au moment même où on dit, oui, il faut absolument se serrer la ceinture, vous êtes tous concernés, on voit, je ne dis pas encore une fois, et vous avez raison de ne pas généraliser, il y a des choses très bonnes qui se font, et il le faut, l'aide publique au développement, mais où ça va sur des dizaines et des dizaines de milliards, c'est quand même grave, et en tout cas, j'espère qu'on va encore en reparler. Merci Jean-Paul Gurevitch. Merci.